Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver au menu. Le sujet du jour, c'est le buzz à venir, c'est l'exercice fiscal de Florent Pagny. On parlera de la méthode Macron pour casser la grève et la répression anti-syndicale. La méthode Macron contrariée pour sauver l'Europe, son appel au peuple pour changer les institutions et à la rue. Et puis Trump qui ne répond plus, du moins pas à la Corée du Nord. L'équipe du mardi, c'est monsieur David Doucan. Bonjour, cher David. Journaliste, présentateur du Grand Rendez-vous d'Europe 1, c'est tous les dimanches, bien évidemment. Alexandre Malafaye, bonjour, merci d'être là. Écrivain et président du think tank Sinopia, Mustapha Tossa, bonjour. Bonjour. Éditorialiste, journaliste, et Muriel Rust, bonjour. Heureux de vous retrouver, fondatrice du mouvement Les Femmes avec, on verra si les femmes sont avec Florent Pagny. Nouvelle journée d'action donc des routiers, réunion patron-syndicat, cet après-midi à la demande du gouvernement, déploiement très visible des forces de l'ordre dans les dépôts d'essence et des raffineries, ce qui nous donne en son et en image ce qui suit. Ah mais évidemment c'est une grève reconductible et une grève qui maintenant appartient aux conducteurs qui sont à l'heure où on parle en grève, les conducteurs qui sont donc déterminés à mener la lutte à la fois pour le retrait des ordonnances et bien évidemment pour des questions plus professionnelles autour de la question des salaires, du permis professionnel ou encore une fois de ce dumping social européen. Point de blocage, on en est sur une quarantaine à travers tout le pays, toutes les régions sont touchées et impactées donc... Voilà, c'est conforme à ce qu'on avait prévu. Tant qu'on n'aura pas de rencontre avec le gouvernement sur les points précis des ordonnances, on continuera. Hier, comme on a eu quand même pas mal de soucis avec les forces de l'ordre qui ont fait pression sur les salariés qui étaient en grève, leur disant que s'ils continuaient à bloquer, il y aurait rétention du permis de conduire. Mais on reste quand même motivé et on espère que ce mouvement va prendre de l'ampleur. Voilà, mais un mouvement qui s'essouffle, on vous l'a dit tout au long de cette matinée. Le gouvernement, mes amis, devait être jugé. C'était peut-être justement la sanction, cette grève des routiers, la France paralysée, les réservoirs vides. Ça a l'air d'être plutôt bien géré. Je dis bien ça a l'air. Pour l'instant, d'abord, il y a une notion de timing. Il faut savoir que pour créer la pénurie réelle d'essence, il faut 6 jours. 6 jours de blocage. C'est la CGT elle-même qui le disait la semaine dernière. Premier point. Deuxième point, en fait, que fait le gouvernement ? Il adopte une gestion maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'en gros, il met des forces de police dans les endroits stratégiques et il empêche les grévistes de s'adonner à des comportements illégaux. C'est-à-dire de blocage des routes, de blocage des raffineries, etc. Le droit de grève est parfaitement respecté. D'ailleurs, quand vous voyez les membres du gouvernement défiler sur les plateaux de télévision et de radio, la première phrase, c'est « Bien sûr, nous respectons le droit constitutionnel de la grève ». Maintenant, on respecte aussi le droit des citoyens à circuler normalement et à pouvoir faire leur plein d'essence. Donc vous avez une gestion maintien de l'ordre qui permet de déplacer le problème. Nous ne sommes pas dans une lutte sociale entre un gouvernement d'un côté et des grévistes de l'autre, mais un gouvernement qui assume son rôle finalement d'État, son rôle régalien qui consiste tout simplement à maintenir la possibilité pour les citoyens de se déplacer. Alors on l'avait noté la semaine dernière, il y avait une forme entre guillemets de décontraction, notamment chez Christophe Castaner qui abordait cette grève qui allait arriver en disant justement il est hors de question de paralyser la France et de bloquer. C'est-à-dire qu'en fin de compte ce plan et cette stratégie de maintien de l'ordre étaient quand même déjà largement dans les tuyaux. Oui, c'est vrai que ce à quoi on assiste maintenant, c'est qu'il y a l'absence de l'effet surprise. C'est-à-dire le gouvernement n'est pas surpris par ces démarches de grévistes. Donc il s'y était préparé sur le plan de la sécurité, sur le plan de la politique et même sur le plan de la négociation. Il ne faut pas oublier qu'il y a une réunion ce matin entre les grévistes, une délégation des grévistes et le ministère des Transports. Et il est question, par la voie de la négociation, de vider de sa substance cette colère. Peut-être qu'il va y avoir un certain nombre de concessions de la part des grévistes qui ne demanderaient plus le retrait des ordonnances en entier, mais plutôt des concessions sectorielles. Et donc, on a l'impression que ce gouvernement-là, non seulement il s'y est préparé sur le plan de l'infrastructure pour gérer cette crise, mais aussi sur le plan du contenu. Et ce qui nous donne que, comme a dit David, il faut beaucoup plus de temps, 6 jours pour paralyser la France, mais 6 jours, ces grévistes-là, vu la démarche et vu le rythme de leur présence sur le terrain, 6 jours, c'est trop. Et le gouvernement, ça leur coûte de l'argent. Et le gouvernement trouvera peut-être une solution pour dégonfler cette crise avant les 6 jours fatidiques. En tout cas, ça commence sur le terrain. Alors, comme on est ici pour parler de com et de stratégie, je me demande même si c'est pas sur Europe 1 d'ailleurs, dimanche, où la ministre avait déjà dit, alors que la grève n'était pas en cours, mais ça ne concerne pas les ordonnances, mais les grévistes seront épargnés, mais on va trouver des solutions. Vous écoutez les bonnes émissions.
Donc vous avez les bonnes informations. Effectivement, je voulais vous le rappeler, Muriel Pénicaud a ouvert la porte, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous disiez. C'est très intéressant, parce qu'en fait, les grévistes sont dans une posture en évoquant les ordonnances. On veut le retrait, bon, tout le monde sait très bien que les ordonnances ne seront jamais retirées, c'est très clair, mais Emmanuel Macron préférerait se couper un bras plutôt que de retirer ces ordonnances. Donc ça, c'est hors de question. Mais c'est pas grave, on ne parle pas de ça. En fait, les transporteurs routiers, ils ont 2 sujets. Le premier, c'est leur retraite. Ils ont un régime de retraite particulier, les transporteurs routiers. Ils veulent le conserver parce qu'ils ont bien vu qu'à l'horizon 2018, il y avait la disparition des régimes spéciaux. Donc c'est à ça qu'ils pensent. Et la deuxième, c'est la fiscalité du diesel. Donc pourront-ils éventuellement obtenir une dérogation sur l'augmentation de la fiscalité du diesel? C'est ça qu'ils vont chercher. Ce qui est plus facile d'ailleurs à négocier pour le gouvernement. Une fiscalité particulière pour les transporteurs. Ça peut se vendre. Ça peut se vendre. On peut le comprendre. Et ça peut s'entendre. On peut le comprendre dans l'opinion. En tout cas, en termes de perception, ce que je constate, c'est que tout le monde s'accorde à dire que cette grève est un échec. Que la mobilisation n'a pas été forte, que les syndicats ne se sont pas mobilisés ensemble et en même temps sur les mêmes lieux. En référence au mouvement passé. Que ce matin, j'entendais que les chauffeurs n'étaient même pas venus au volant de leur camion, mais avec leur voiture personnelle. Donc, si vous voulez, pour le grand public, pour les consommateurs, même s'il y a eu des mouvements de panique dans les stations, ou quelques-uns en tout cas, non, il y en a eu, tout le monde, ça devient presque un non-sujet. C'est un échec de cette grève. C'est vraiment un sujet médiasphère. C'est-à-dire que cette grève, elle a été parfaitement scénarisée par tous ceux qui avaient intérêt à la scénariser, y compris les chaînes d'information nationales, les chaînes d'infos en continu, parce qu'il y avait potentiellement un sujet, qu'il y avait effectivement quelques hystériques de la CGT qui annonçaient la fin du monde, etc. Voilà, mais il n'y avait pas d'acteurs. Enfin, reconnaissez quand même que, Alexandre, je vous laisse continuer, bien sûr, que par le passé, il n'y a pas si longtemps, une grève des transports routiers, c'était quand même inquiétant, et in fine, la dernière, 2016, il y a eu quand même 15 jours... Je ne suis pas en train de dire que cette grève, cette non-grève ou cette grève ratée, ne laissera pas des traces. Parce que ce qu'on va retenir de cette grève, c'est la présence des forces de l'ordre qui ont finalement quelque part fait pression sur les rares grévistes pour qu'il n'y ait pas de piquet, de blocage. Voilà. Ça peut laisser des traces en disant vous nous avez eu une fois, vous ne nous aurez pas une deuxième fois. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir adopter peut-être ou adapter leur future D'abord, ils vont tenir le son, d'une part. Deuxièmement, pour ceux qui sont vraiment les tenants de cette mobilisation active, agressive, contestataire, il va y avoir effectivement une volonté. La prochaine fois, on va vraiment se mobiliser et on va effectivement essayer d'avoir le banc et l'arrière-banc. Mais là, il n'y avait pas d'acteurs parce qu'il n'y avait pas de sujet. Enfin, en tout cas, le sujet était tellement léger et tellement dégonflé en amont, effectivement, par la ministre. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas leur sujet de base. De fait, oui, c'était annoncé. Il y a eu ce gouvernement qui a agi en anticipant. C'est exact. Et parce que, effectivement, Christophe, les chauffeurs routiers, c'est le mouvement le plus puissant pour bloquer la France. On est bien d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, on l'a vécu précédemment. Ça et la SNCF. Ça et la SNCF. Donc, le gouvernement a été très attentif là-dessus. Et EDF, quand ils veulent... Mais en revanche, il n'y a pas eu de mobilisation. Enfin, franchement, ça n'a pas suivi. Même si c'est catégorique. Attendons quelques temps. Bon, parce que, attention à quelque chose qui est l'agrégation des colères. C'est ça l'angoisse absolue d'Emmanuel Macron. C'est sa seule inquiétude. Et d'ailleurs, c'est pour cela... La contamination. On en parlait d'ailleurs hier, la guérilla de la contestation sociale. Attention à ça. Et d'ailleurs, lorsque Muriel Pénicaud commence à lâcher un peu de lest pour les uns, mais pas pour les autres, il y a une stratégie aussi de division qui permet d'éviter, c'est en tout cas l'objectif du gouvernement, l'agrégation des colères. Cette désunion, elle est cohérente parce qu'il n'y a aucun motif à union. Il y a que chacun y va de sa catégorie. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un fil rouge, en tout cas une capacité à fédérer? Et qui sera Après, voilà. Ça peut peut-être venir le 10 octobre, parce que là, ce jour-là, il y a une journée particulière. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'a dit Muriel tout à l'heure, que c'était un échec. Non, ce n'est pas un échec dans la mesure où, si ils parviennent à arracher des concessions sectorielles, c'est déjà... Oui, on a tendance effectivement à oublier cette version de la négociation qui est la bonne. C'est le but, quand même. Parce que les télés ont donné, toutes les télés d'information ont donné la parole à des syndicalistes qui disent si le gouvernement ne retire pas les ordonnances, on ne va pas arrêter la grève. Mais ça, on était beaucoup plus dans la posture, dans la déclamation, dans l'exagération. Il y a sans doute fiscalité de leur prix, mais on va l'augmenter en même temps. Globalement, c'est parce qu'ils veulent. Alors, moyen de pression quand même, puisque si on en revient au conflit, et on en reparlera jeudi, parce qu'il y a un déplacement un peu à risque à Lyon du président face au syndicat de policiers. Donc là aussi, mais c'est sous-jacent, c'est-à-dire qu'il y a un blanc-seing au gouvernement, mais il n'y a quand même pas un chèque en blanc qui a été signé. Vous parliez de division et de contestation, on va y revenir après, parce que c'est peut-être ça aussi la méthode Macron pour gérer le social, la crise ou la répression sociale, comme dirait le patron du Parti communiste. Je vous propose d'écouter ça. Sur ce sujet-là, c'était sans doute pas la bonne méthode. Pas opportun.
Je dirais pas ça. Ça regarde chacune des organisations. Je pense qu'il y a une forme de mal-être aujourd'hui qui s'exprime et qu'il faut entendre. Par contre, moi, je dirais pas qu'il y aura plus besoin de manifestations de rue. Faut se méfier, ce style d'affirmation, parce que ça peut nous emmener loin. Donc non, je crois que c'est pas le seul exercice syndical. C'est ça que je veux dire dans la période. La grève n'est pas le seul exercice syndical. Dites donc, il y a un style Macron, il y a quelque chose. Alors, ça rejoint. On envoie les forces de l'ordre dans les dépôts d'essence, on arrive à retourner comme des crêpes les responsables syndicaux. La CFDT, ce n'est pas une surprise non plus. La CFDT, ce n'est pas une surprise. Ça rejoint un petit peu à la critique lancée depuis New York par Emmanuel Macron sur la démocratie et la rue. La CFDT ne veut pas laisser le monopole de la CGT et d'autres syndicats pour les manifestations. Elle veut dire à sa clientèle et à sa base qu'on peut être efficace, on peut arracher des concessions, on peut faire pression sur le gouvernement sans pour autant se mobiliser dans la rue. Mais là aussi, on est dans l'image, puisque si cette grève ou si ce mouvement de contestation des routiers n'est pas un franc succès, ceux qui appelaient à la modération, je vais y arriver, ont plutôt raison, plutôt gagné. Oui, c'est plutôt, on doit plutôt se réjouir, non, du fait d'être plutôt dans la négociation et que dans la rue pour manifester en bloquant tous les autres usagers. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne... On est toujours dans la formule, la rue n'est pas la démocratie. Qu'on le veuille ou non, quand même, les 3 mois de discussion avec les partenaires sociaux sur la loi travail, sur les ordonnances, ils ont eu lieu ces 3 mois. Alors, ok, la méthode peut être contestée par les uns, on n'a pas vu les textes, sauf au dernier moment, mais ça, c'est des choix de stratégie pour éviter que ça parte dans tous les sens. Mais in fine, il y a eu 48 réunions, in fine, il y a eu des réunions après la présentation des ordonnances, ça continue, et il y a un cycle de négociation de temps long. C'est-à-dire que Emmanuel Macron leur a dit, dès qu'il les a rencontrés, dès son élection, dit on va d'abord passer ce sujet-là, puis après il y en a un autre, puis après il y en a un troisième. Donc si tout le monde se fâche dès le départ, on parle de... Comme le disait David, il a surtout dit, je ne changerai pas et je ne reculerai pas. Donc le postulat de départ était un peu sec. Ce qu'il a réussi à faire, Emmanuel Macron, c'est quand même de générer une division quasiment jamais vue entre les différentes organisations syndicales. Il a surfé sur... Il l'a fait chez les politiques... dans les organisations syndicales, il y a une méthode. Les syndicats français ont une propension naturelle à se diviser. Emmanuel Macron a surfé dessus avec beaucoup plus d'efficacité que ses prédécesseurs. On entendait le patron de la CFDT à l'instant. Pardon, mais il s'est fait un petit peu avoir, pardonnez-moi l'expression, Laurent Berger, parce que... Vous êtes modéré même. Oui, parce que, en fait, qu'a fait Emmanuel Macron? Il a retourné Force ouvrière. C'était totalement hallucinant. Franchement, quand vous observez un peu l'histoire des syndicats français, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, Jean-Claude Mailly s'est retrouvé à dire « surtout, on ne va pas manifester ». Puis voilà. Un des puissants icônes de Force ouvrière et conseiller de Muriel Pénicaud. Et ça, c'était la grande prise d'Emmanuel Macron. Moi, je crois que le grand Graal qui a fait qu'aujourd'hui, il y a un boulevard confortable, entre guillemets. Moi, j'ai écrit un papier où je disais « et si Macron avait la baraka ?» La grande... Vous avez la réponse? Oui, la grande réussite, c'est d'avoir justement semé cette division, c'est d'avoir empêché qu'il y ait l'unité du front syndical. Jusqu'au 10 octobre. Je me permets cette précision, parce que vite fait, le 10 octobre, c'est une manifestation unitaire de la fonction publique. Donc là, on va voir grève de la fonction publique à l'appel de tous les syndicats. De l'ensemble et de l'intersyndical. Oui, il faut juste quand même rappeler qu'on est juste après l'élection présidentielle. Enfin, je veux dire, il y a aussi une séquence, on sort d'une année de campagne quand même qui a été compliquée. Les Français sont peut-être aussi un tout petit peu fatigués. Et puis, il y a peut-être l'intention des gens de dire on va donner un peu de la chance à la chance. Regardez, même la cote de popularité d'Emmanuel Macron rebondit. Pourquoi? C'était presque prévisible. Parce que même si nous, globalement, on commente et parfois on est assez critique et sévère, mais je veux dire, Madame Michu ne regarde pas forcément LCI. Et globalement, elle, ce qu'elle voit, c'est... On le regrette d'ailleurs. Oui, mais il n'empêche qu'en attendant, la plupart des Français, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ont vu la signature des ordonnances, ils voient des images qui sont finalement d'un gouvernement en action. Et là, la France qui n'est pas bloquée, une pénurie d'essence qui n'est pas généralisée, c'est une bonne image, qu'on le veuille ou non. C'est peut-être l'image d'ailleurs qui peut et de la fermeté, ça non pas sauver, mais qui peut relancer. Jupiter est aussi capable d'aller effectivement sur les barrages pour empêcher effectivement qu'on bloque la France. Et ça, c'est anxiogène quand même de dire j'ai pas de pétrole. Ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, c'est qu'on doit plutôt se réjouir de cela. Alors, il y a la baraka du président sur le plan intérieur. En tout cas, Moustapha Tossa avait posé la question avec un point d'interrogation.
On va revenir parce que la baraka, il y a chez nous et puis il y a chez les autres et ça peut parfois changer. Alors souvenez-vous et regardez ces images. Nous sommes le 18 mai 1987, François Mitterrand intervenant à la Sorbonne lors d'un colloque sur la France et la pluralité des cultures. Et cet après-midi, c'est Emmanuel Macron qui donnera sa vision de l'Europe, une vision quelque peu brouillée, bien évidemment, depuis dimanche et les résultats des élections en Allemagne. L'Europe, la France, ou la France et l'Europe, le fer de lance du président qui aspire encore à marquer l'histoire. Florilège, c'est tout de suite. Nous devons avoir une Europe plus forte. Et c'est là aussi un défi français. Les peuples européens ont besoin de se réapproprier l'idée européenne. Ne vous arrêtez pas à la chouette de Minerve. Ayez cette ambition folle à nouveau, de vouloir une Europe plus forte, plus démocratique, refondée par sa culture et ce qui nous unit. Elle n'est plus faite pour être gérée. Elle doit être réinventée. Elle a besoin d'une ambition au carré. Nous devons refonder notre Europe. Nous devons aller plus loin. Car notre conviction européenne nous oblige. Elle nous oblige à ne pas laisser l'Europe s'enliser dans la routine ou dans les querelles technocratiques. Mais nous serons forts parce que nous aurons fait des réformes, parce que nous nous tiendrons droit et parce que nous aurons aussi relancé l'Europe. Je vous demande, vous et en particulier vous, jeunesse d'Europe, d'avoir cette ambition extrême. Désirons-le ensemble, pour nous et pour nos enfants. Alors, je vous le promets, nous réussirons. Voilà une séquence qui provoque quelques sourires sur ce plateau. Alexandre ? Oui, non, je crois qu'effectivement, les beaux discours, c'est bien sur les questions européennes. On verra cet après-midi. Emmanuel Macron est un grand spécialiste. La réalité, c'est parfois difficile à digérer. Il n'y a qu'à voir l'Allemagne ce week-end. Exactement. La réalité, elle est compliquée. Il y a 28 pays qui se cherchent. L'agrégation de l'Europe, elle ne s'est pas faite dans de bonnes conditions. On aurait dû construire vraiment une Europe à plusieurs vitesses et accepter qu'elle soit à plusieurs vitesses pour pouvoir avoir un projet dynamique. Aujourd'hui, on a fait un projet où globalement tout le monde a les mêmes droits et c'est vrai que le projet est bloqué. Maintenant, il n'y a pas rien à faire. Il y a un chemin. Le seul chemin, c'est plus une politique des petits pas ou une politique des grands pas. Donc, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron cet après-midi soit trop dans l'incantation et dans le je veux. Il faut qu'il soit plutôt dans, je dirais, la politique des pas qu'on peut accomplir. Quels sont les sujets concrets sur lesquels on peut faire progresser l'Europe à court et à moyen terme à traité constant? Ce qui s'est passé en Allemagne ce week-end et l'accession, entre guillemets, à un certain pouvoir, mais quand même un pouvoir de l'extrême droite, c'est un coup de frein dans les grands désirs d'Emmanuel Macron de se placer en patron de l'Europe. Même les Américains, d'ailleurs, l'avaient vu comme ça. C'est pas nécessairement un coup de frein. Emmanuel Macron a besoin d'une Angela Merkel solide et forte sur ses appuis. Angela Merkel a besoin d'un Emmanuel Macron solide sur ses appuis. Elle l'est moins. Nous verrons. Oui, elle va attendre la fin de la Nous verrons, parce qu'elle est en train de constituer sa majorité. La difficulté qu'elle a, c'est qu'elle s'oriente vers une majorité qu'on appelle la majorité jamaïque, parce qu'elle est de toutes les couleurs, des couleurs du drapeau de la Jamaïque, vert, les libéraux en noir. Bon. Si elle réussit, parce qu'on peut avoir une approche systématiquement pessimiste, mais admettons que dans les jours qui viennent, elle réussisse à former un gouvernement cohérent, solide, avec les talents des libéraux, les talents des Verts, et bien sûr ceux de son parti, la CDU. Si elle y parvient, elle sera plus forte que jamais. On peut avoir cette vision-là aussi. Et cette vision-là est possible, David ? Mais oui, c'est-à-dire que là, on va le voir. Vous le savez, je ne prédis jamais l'avenir, même à court terme, parce qu'on se trompe souvent. Mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que dans les heures et les jours qui viennent, eh bien, on verra. On va assister à la constitution de ce gouvernement. Elle va réussir à former ce gouvernement et cette coalition, mais à quel prix ? Parce que c'est ça, en fait, qui est en jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé hier, d'ailleurs, il faut le citer parce que c'est tellement bien vu. Dans l'émission de David Pujadas, ils ont fait un petit montage en se posant la question qui est le véritable opposant à Emmanuel Macron. Ils ont montré David Martinez, non. Jean-Luc Mélenchon, non. Ils ont montré le visage du Macron allemand. Christian Lindner, c'est le libéraux. C'est celui qui s'oppose catégoriquement, frontalement au principe de la refondation proclamé par Emmanuel. La solidarité. Et donc, oui. Et Angela Merkel va devoir composer avec les libéraux. Ils vont former un gouvernement, mais s'ils le forment avec des euros, entre guillemets, sceptiques, ou des gens qui sont contre la vision de Macron, eh ben, Macron aura du mal à convaincre. Il faut juste tenir compte d'un tout petit point, c'est que les Allemands ne font pas la politique comme nous. Voilà. Ils ont un point quand même particulier, c'est qu'ils sont extrêmement pragmatiques. Et quand ils parlent des réalités, il n'y a pas de vision divergente de la réalité. Quoi. Ça, c'est un point très important sur la manière. Une réalité partagée, non pas commentée, mais partagée. Sauf que le pragmatisme allemand, là, est très, très concret, parce qu'il est question de la mutualisation de la dette, il est question d'un budget pour la zone euro, et ça, les Allemands n'en veulent pas, parce qu'ils
ne veulent pas, comme c'est écrit partout, financer les années frasques de Berlusconi, financer les dépenses publiques françaises, donc ils ne veulent pas ça. Et le pragmatisme allemand, si les libéraux accèdent à cette coalition, et ça va se montrer sur ce secteur-là. Est-ce que ce qui s'est passé en Allemagne, cette difficulté supplémentaire pour Angela Merkel, qui a un peu entaché cette 4e réélection, ça peut perturber le président cet après-midi à la Sorbonne dans son discours ? Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier que Macron a fait de l'Europe sa priorité en matière de politique étrangère. Donc, il ne lâchera rien sur l'Europe. C'est vraiment un sujet très important. Oui, mais là, il n'est pas seul à décider. Alors, 13%, on n'est pas face aux routiers. Non, mais je suis bien d'accord. 13%, effectivement, d'extrême droite, ça obscurcit l'avenir. C'est clair que la donne est un tout petit peu différente aujourd'hui. Comment il va gérer ça ? Est-ce que ça va changer son discours ? Là, apparemment, ses équipes disent qu'il n'a rien changé. Je vous propose une lecture par rapport à ce que vous venez de dire. L'extrême droite entre au Bundestag. C'est historiquement, très important. Il ne faut pas passer là-dessus rapidement. C'est un événement historique. Cela crée, selon moi, un parallélisme entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ça peut les rapprocher. Ouais. Je m'explique. Aujourd'hui, quelle est la situation politique pour Emmanuel Macron ? Son opposition, ce sont les Insoumis et le Front National. Donc son opposition, ce sont les extrêmes. Pour l'instant, parce que le Parti Socialiste, disons le Parti Progressiste, deux partis représentés à l'Assemblée nationale, est anéanti, le Parti Socialiste est en miettes, et les Républicains sont ils ont eu une petite bouffée d'oxygène avec le Sénat, mais ils sont en train de se reconstruire. Donc pour l'instant, ils n'incarnent pas encore fortement une opposition constructive. Angela Merkel, elle se retrouve dans une situation comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a le SPD qui a dit qu'il ne participerait pas à une coalition de gouvernement. Donc les socialistes, entre guillemets, sont dans l'opposition, mais dans un état catastrophique. Et en face, une opposition forte d'extrême droite, une opposition d'extrême. Emmanuel Macron et Angela Merkel sont donc dans une situation politique similaire. Probablement que cela va renforcer leurs liens personnels et politiques. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Il n'a échappé à personne à ce niveau-là, en tout cas, qu'il y a des élections du Parlement européen dans 2 ans et un peu plus. 2019. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en l'état des rapports de force, si on a 20% de... Parce que c'est proportionnel, hein, donc ça veut dire qu'on peut envoyer 40% d'opposants au projet européen, nous en France, c'est-à-dire Front National, France Insoumise, mais ils ont les mêmes problématiques en Allemagne, c'est qu'on peut petit à petit se diriger, et l'Europe est dans le même état, l'ensemble des pays européens sont dans le même état, on peut petit à petit se diriger vers un Parlement européen complètement incontrôlable. Donc le couple franco-allemand plus fort que jamais. Peut-être. Moi, je suis d'accord avec David. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, ni l'un ni l'autre, que de se rapprocher et de s'entendre. Très rapidement, ce qui est intéressant, c'est le tweet d'Emmanuel Macron à minuit 25 ce matin. J'ai appelé Angela Merkel pour la féliciter. Nous poursuivons avec détermination notre coopération essentielle pour l'Europe et nos pays. Il a attendu jusqu'à minuit 25 pour faire ce tweet. Alors le pari, est-ce qu'il va changer son discours ? Il ne va pas changer les grandes lignes de son discours, mais il va changer la tonalité, le souffle, parce qu'il sait que ce qu'il va dire à la Sorbonne ne dépend pas de lui, ne dépend pas de Merkel, il dépend de ses alliés de Merkel, et ça c'est une nouvelle séquence qu'elle a à gérer. Contrariété présidentielle, suite dans quelques instants. Mais avant, je vous le disais, on a une vidéo et David Doucan vous l'a dit il y a quelques instants. Ce qui s'est passé en Allemagne ce week-end a été un bouleversement. L'Allemagne, toujours une forme de gueule de bois 2 jours après. Regardez ce qui suit quand sport et politique font bon ménage. Attacke! Ja! Jawohl! Los, nach links, rüber! Saugbande! Das darf doch nicht wahr sein! Zack ihn an! Rein und glied! Et voilà. Allez, autre commentaire et autre contrariété pour le président Macron, le Sénat qui s'est refusé ce week-end de se mettre totalement en marche. Du coup, l'exécutif cherche une voie pour contourner la Chambre haute. Alors pourquoi pas un appel au peuple, justement, pour essayer de revoir une forme de constitution sans avoir à convoquer l'Assemblée, une fois encore à Versailles. Quelques sonores et on en parle. Moi, je souhaite d'abord savoir quelle est la position des sénateurs. Est-ce qu'ils vont aller contre des demandes qui sont, à mon avis, importantes sur l'intégration d'une dose de proportionnelle, par exemple, ou législative, sur la réduction aussi du nombre de parlementaires. Donc, d'abord, attendons de voir la position du Sénat. Mais oui, il y aura référendum si jamais ça bloque.
Il a dit en tout cas qu'il n'excluait rien si c'était bloquant, d'autant plus qu'il a annoncé ses réformes constitutionnelles, il les a réaffirmées lors de son discours au Congrès, et je pense qu'il y a clairement une majorité des Français qui a envie que ces réformes puissent aboutir. Ça, je ne sais pas s'il l'envisage aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que si on souhaite baisser le nombre de parlementaires, on n'est pas obligé de passer par une révision constitutionnelle. On peut passer par la loi. On peut passer par la loi. Donc, nous verrons ce qui est de l'ordre du faisable. Voilà, c'est parti. On parlait du sujet suivant. Alors, on contourne, on appelle au peuple, on appelle à la rue, cette fois-ci. Mais ce serait bien que, dans un projet comme celui-là, qui consiste, n'oublions pas réforme constitutionnelle. Oui, le 5e pilier du programme d'Emmanuel Macron, c'est le renouveau démocratique. Et les Français, ils attendent à un moment donné qu'on le parle avec eux et qu'on fasse avec eux. Ça a du sens de transformer le pays avec les Français, pas simplement avec la loi. Et dire à un moment, voilà, il y a un grand sujet qui est le nombre de parlementaires, qui est toute une série de réflexions qui sont... Et je vais faire adopter ça par voie référendaire. Il peut trouver un accord. Et là, pour lui, c'est un coup génial qui peut vraiment le propulser. Alors bien sûr, il faut que ça passe. David, Dodeline de la tête. Non, je pense que le président a prévenu, effectivement, lors du congrès de Versailles, avant l'été, que s'il n'y avait pas de majorité au Parlement, au Congrès, justement, pour cette réforme constitutionnelle, il aurait recours au référendum. Donc on ne découvre rien. Mais il ne s'en servira qu'en dernier recours. Enfin, vraiment. Ayons cela en tête. Parce qu'Emmanuel Macron a bien en tête, il sait, il connaît son histoire politique française et il sait que le risque, lorsqu'on déclenche un référendum, c'est que les Français ne répondent pas à la question posée. Alors là, vous avez un sujet particulier. C'est un mal très français, d'ailleurs, de ne pas répondre à la question posée. Là, dans le cas précis, vous avez dans la question, en tout cas, il y aura « souhaitez-vous réduire le nombre d'élus ?» Alors là, les Français, ils disent oui. Bon, d'accord, c'est un peu démago, un peu populiste. Ils l'ont déjà dit, d'ailleurs. Bon, mais sauf que le risque, c'est qu'ils ne répondent pas à la question. Vous le faites quand, ce référendum ? Vous le faites probablement dans 2 ans, dans 1 an et demi, dans 2 ans. Ce serait à peu près au milieu de quinquennat, au moment où vous avez un risque d'être très impopulaire parce que vous avez fait de nombreuses réformes qui parfois ne peuvent ne pas plaire. Donc c'est très risqué. Je pense qu'Emmanuel Macron, il y a quelqu'un qu'il traite très bien depuis le début du quinquennat, qu'il respecte, qu'il choisit, c'est Gérard Larcher. Voilà. Et Gérard Larcher, c'est peut-être l'ancien monde, mais enfin, il a les clés du nouveau monde. Si vous voulez réformer le Sénat et le nombre de sénateurs, le nombre d'élus, le cumul, en tout cas, il a son monde, etc. Et ben, il va falloir passer par Gérard. Bon, mais sur la réforme des femmes, on est passé à côté. Moi, je voudrais juste vous dire sur la parité, on n'est vraiment pas bien. 15 nouvelles femmes simplement au Palais du Luxembourg sur 170 sièges. Mais très peu. 29% de femmes au Sénat et 38% à l'Assemblée. On est encore loin de la parité. Les femmes avec, non, les contre, avec, justement. Malgré les amendes. Et en termes de communication, regardez cette image-là de Gérard Larcher en train de parler devant les micros. Quand il savoure. Même les micros en tremblent. Et il les fait trembler même. Mais moi, je reviens sur le référendum. Mais c'est un vrai risque pour Emmanuel Macron parce que les Français, parce que justement, il y a un risque d'ébullition sociale, d'agrégation, de colère sociale, risque de ne pas répondre à la question « Voulez-vous la réforme constitutionnelle ?» Le risque est que n'importe quel référendum puisse se transformer en référendum pro ou anti-Macron. Et là, tout dépend des questions du référendum. Si les questions posées ne sont pas impliquantes pour le gouvernement, moi, je crois si ce sont des questions sociétales, on prend très peu de risques. Et sur un sujet comme celui-là, il peut aussi faire le choix de prendre le risque. Il le fait, mettons, à l'automne prochain. C'est un risque à assumer parce que s'il y a un non... C'est dans son tempérament, en tout cas. C'est une possibilité. Il ne recule pas. Visiblement, pour l'instant, il n'a pas peur. Un peu un côté joueur de poker avec une bonne main. Non, mais regardez, il a réussi à... Ou alors la baraka, comme dirait Moustapha Tossa. Non, l'intelligence. Il y a une séquence, la formule du Belvédrine, il y a un moment français à l'international. On voit bien que pour l'instant, un certain nombre de réformes passent. On verra après, il y a une dynamique d'emploi. Si ça fonctionne, si dans un an, globalement, le pays va pas trop mal, pourquoi pas tenter le coup ? Et parce que c'est aussi important de retisser le lien entre les Français et leurs gouvernants. C'est une bonne manière. En tout cas, pour des politiques qui cherchent souvent, à commencer même par les ministres, à laisser leur nom dans l'histoire, là, ce serait un sacré coup de poker. Quand même. Oui, c'est une vraie preuve de changement aussi que d'interroger les gens le peuple sur des sujets importants, sociétaux. On n'y est vraiment pas. Il va prendre son temps pour négocier avec les sénateurs, discuter avec les Républicains. Et puis cette victoire aussi... pas que le référendum soit pour demain, quoi. Cette victoire aussi de la droite, entre guillemets, au Sénat, pose la question, la droite est-elle dans l'opposition ou dans le gouvernement ? Parce qu'on peut pas avoir une droite au Parlement qui est pro-Macron. Ça dépend de quelle droite vous parlez, cher Moustapha, puisque là, elle se recompose et on ne sait pas bien quand. On va, dans quelques instants d'ailleurs... parler d'exil, parler de musique et puis surtout ouvrir la boîte de Pandore, la boîte à archives. Vous allez voir que les traitements ne sont pas les mêmes pour tous les artistes, tous les chanteurs. Mais avant, j'ai une petite question à vous poser à tous les quatre. Est-ce que vous avez des nouvelles de Donald Trump ?
Non, parce que ce week-end, bien évidemment, on a eu un Son of the Beach à l'ensemble du sport américain et notamment des joueurs de foot, sur fond de racisme d'ailleurs. Et puis, alors, étrangement, pas un mot, pas un coup de fil. Moi, je suis triste, même pas un tweet depuis ça. Ce week-end, Donald Trump a à nouveau affirmé que notre régime ne durerait pas. C'est une déclaration de guerre. Dans ces conditions, nous aurons tout à fait le droit de prendre des mesures pour nous défendre, y compris d'abattre les bombardiers américains, même s'ils ne sont pas dans notre espace aérien national. Eh ben voilà, je crois que quand même. Et là, je vous assure, rien, pas un mot. Moi, je crois que le silence de Donald Trump sur cette question pourrait être le fruit de pression de la part de son appareil militaire, parce qu'il a beaucoup traité cette question très grave avec beaucoup de légèreté. Et là, à partir du moment où on rentre dans une logique d'affrontement de guerre, je crois qu'on a dû lui dire... les mots, il y a les actes. On a dû lui dire de mettre un peu la pédale douce sur les tweets. Qu'est-ce qu'il peut dire après? Et dans cette opération, il y a forcément quelqu'un qui va perdre la face. Soit c'est le Coréen, soit c'est l'Américain. Parce que globalement, il n'y aura pas de guerre. Moi, j'y crois pas un seul instant. Concours de testostérone. Voilà, exactement. Et le seul problème, de toute façon, aujourd'hui, le seul levier pour se débarrasser de Kim, c'est que les Chinois, un jour, acceptent de se débarrasser de Kim. Et d'un autre côté, Kim, n'oublions pas, il a besoin d'exister dans sa propre opinion. Donc lui, quelque part, quand... lui, il est en pleine opération de com. Exactement. Non, mais quand effectivement, il parle de ça, qu'est-ce qui se passe? Nous, on retient ça, mais lui, on oublie que sa population, derrière, il la galvanise en disant on est quasiment en guerre, et c'est comme ça aussi qu'il fertilise sa possibilité de tenir dans son pays. Galvanisé, terrorisé, affamé aussi, on a à peu près tous les qualificatifs d'ailleurs. Vous demandez des nouvelles de Donald Trump, vous devriez demander des nouvelles de Xi Jinping, de Vladimir Poutine aussi. Là aussi, étrangement absent. Non. Ce match. Il n'est pas absent. Enfin, officiellement, on est là dans l'image, pas en sous-main. Il suit ça de très très près, la Russie, la Chine. La situation, la solution diplomatique de cette situation un peu étonnante, inquiétante et grotesque à la fois. Hein, c'est très particulier cette crise nord-coréenne. Elle est à Pékin et elle est à Moscou. La réalité, c'est celle-là. Et lorsque Xi Jinping décidera d'appuyer sur le bouton pour se débarrasser de Kim Jong-un, eh bien voilà, il le fera. À ce stade, ce n'est pas la position chinoise. Et les Chinois continuent de soutenir le régime nord-coréen. Et même le chef de la diplomatie russe a demandé que les têtes chaudes se refroidissent. Exactement. Et Poutine, il est dans un rôle quand même très significative. Et moi, je pense qu'un peu de silence après cette escalade verbale de ces derniers... Mais c'est pour ça qu'on était étonnés du silence de Trump, parce qu'en général, il n'écoute pas grand monde et pas grand-chose. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est quand même extraordinaire. Donald Trump réussit à donner à Vladimir Poutine le rôle du vieux sage qui apaise tout le monde. C'est incroyable. C'est quand même... je ne sais pas si c'est une réussite sur le plan diplomatique. Le tigre s'est assagi. Puis il s'est beaucoup rattrapé sur les sportifs américains, Donald Trump. Donc il les a traités de son of the beach. Donc c'était quelque chose. Ça lui a... C'est vrai que c'est compliqué de traiter le leader nord-coréen avec les mêmes propos, quoique... On vous promet, si, non pas d'ici la fin de l'émission, parce qu'on est presque au bout, mais si d'ici demain on a des nouvelles de Donald Trump, on vous les donnera. Dites, je vous ai promis un truc, je vous ai promis, celles et ceux qui nous écoutent, de la musique et de l'exil fiscal. Donnez ma femme le canapé, le micro-ondes, le frigidaire, et même jusqu'à ma vie privée, de toute façon à découvert, je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Et oui, et d'ailleurs, ce matin, Florent Pagny demande justement même au président Macron, vous allez l'entendre, de s'arranger. Le pauvre, il part en France, finit la Patagonie. Ça, c'était justement pour l'exil, et puis la France, c'est pour gagner de l'argent. Alors, ça fait le buzz, hein, ça passe très très mal, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Écoutez le chanteur. Train de m'installer, de prendre la résidence portugaise pour des vraies raisons fiscales, mais en même temps, la vie est extraordinaire. Pour des vraies raisons fiscales? Oui, le Portugal, tout le monde va au Portugal pour des vraies raisons fiscales. Mais les Italiens viennent d'adopter les mêmes règles, et dans le genre Macron, ça rime avec pas con, je l'ai entendu dire à un moment que ce serait aussi pas con. Alors, quand on dit revenez, eh ben, mettez des règles, changez les règles pour que les gens reviennent. Parce que c'est vrai qu'on pourrait très bien vivre en France. Mais il y a un moment, il y a juste des limites à ne pas dépasser.
C'est gentil, Florent Pagny, merci. Nous, on vit en France et a priori, on ne décide pas de partir au Portugal comme la majorité des Français. Allons-y. Florent Pagny va, pour reprendre les paroles de sa chanson, va rendre son âme fiscale au Portugal. C'est beaucoup plus exact. Mais moi, je crois que cette affaire-là n'est pas anecdotique parce qu'elle intervient. Ah, pas du tout. Elle intervient à un moment. Pendant qu'on parle, vous allez voir quand même, parce qu'il y a eu les propos de Bruno Le Maire très, très, très sympas. Là aussi, vous allez voir que en d'autres temps, d'autres ont été moins sympathiques. Tiens, regardez, justement, voilà, j'invite Florent Pagny à rester en France. Pas sûr que ça plaise aux Français eux, n'ont pas d'autre choix. Parce qu'elle intervient dans un contexte où Emmanuel Macron est taxé d'être le président des riches, celui qui va faire revenir les fortunes et les entreprises. On en parlait tout à l'heure, qui à New York, aux Français, justement. Et vous avez un chanteur populaire aimé par les uns, détesté par les autres, qui décide de faire ce coup d'éclat, de partir. Donc c'est un coup dur pour la gouvernance, à la limite symbolique d'Emmanuel Macron. Moi, j'invite le gouvernement à regarder quand même les réseaux sociaux. Je ne pense pas que le coup soit si dur que ça. C'est une complication politique parce que, en fait, Florent Pagny a ses raisons. Il part trop tôt, d'abord, on a la présentation du budget demain. Donc je pense que s'il avait attendu 24 heures, il aurait constaté que l'ISF sera considérablement assoupli, pas aboli. Mais enfin, il n'y aura plus d'impôt sur la fortune. Sur les peut-être comme certains, un petit arrangement avec Bercy, comme ça a pu se faire par le passé. Peut-être qu'il a un gros patrimoine immobilier et peu d'actions. Donc auquel cas, il serait toujours sujet à l'USF. Je ne connais pas sa situation fiscale. Mais enfin, sur le plan politique, c'est compliqué parce qu'Emmanuel Macron s'apprête à se lancer dans une bataille budgétaire assez importante à l'Assemblée nationale face à une opposition qui va lui dire pendant des semaines « vous êtes le président des riches ». Et donc là, il se retrouve à même les riches, entre guillemets, lui disent « tu n'en fais pas assez ». Eh bien, vous savez quoi ? Ça s'appelle la définition du macronisme. En tout cas, c'est le risque politique d'Emmanuel Macron, que nous allons voir pendant cet automne, c'est de déplaire à la gauche de la population française et de déplaire aussi à une partie de la droite sous prétexte qu'il n'en ferait pas assez. Le bon exemple de ça, c'est vraiment l'ISF. Je vous disais... Comme juste dire que la France, on est bien d'accord, qu'un grand pays, mais c'est quand même pas un paradis fiscal, mais c'est le paradis du fisc. Il faut juste regarder ça en face, et que peut-être que la situation de M. Pagny explique aussi qu'il fasse certains choix. Enfin, la fiscalité, elle est partout, à tous les niveaux de la vie. Regardez, la fiscalité, elle va augmenter l'année prochaine, il faut être clair. Tout est en train de monter, les taxes sur le gasoil. C'est toujours le levier numéro 1 d'action de la force publique quand il s'agit effectivement d'aller chercher des ressources. Et deuxième point, le Portugal, est un pays dans lequel il y a un élément très particulier à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur les successions. Voilà. Et donc peut-être que dans le cas de quelqu'un comme M. Pagny, qui à un moment donné trace un peu des plans sur la comète, de dire donner 40% de ce qu'il a gagné toute sa vie à l'État simplement pour transmettre à ses enfants, peut-être que ça lui pose un problème. Et ça, on peut peut-être en parler un jour. On va continuer d'ailleurs à en parler si vous le voulez bien. Alors je vous disais que les traitements sont différents. D'ailleurs, je voudrais bien tout à l'heure votre opinion sur de quoi se mêle Bruno Le Maire quand même avec cette déclaration peut-être intempestive quand même ce matin. Souvenez-vous, nous sommes en 2012. On va parler d'un certain Gérard Depardieu et d'une réaction de monsieur Jean-Marc Ayrault, de poids, de mesure. Le temps change. Le patriotisme, c'est servir son pays. C'est remplir ses devoirs après avoir reçu tant de droits. C'est rendre tout simplement à la République ce qu'elle vous a donné. Et le patriotisme, ce n'est pas fuir la France pour les paradis fiscaux et laisser à ceux qui restent le poids de l'effort. Et voilà, on est en 2012. Tiens, pendant qu'on parle d'ailleurs, on va se souvenir de cette une de Libération concernant un grand patron de l'industrie française, Arnaud, bien évidemment. Pourquoi le maire ? Qu'est-ce qui lui prend ? Pourquoi il fait ça ? C'est pas un peu tôt quand même de dire, alors que Florent Pagny demande au président de lui venir en aide, le ministre du budget dit mais bien sûr on va le faire. Mais d'abord si vous l'avez remarqué, le maire depuis un certain temps il est inaudible, on l'entend pas, alors qu'on est en plein dans les négociations. Là, je suis pas sûr qu'il fallait l'entendre, mais enfin bon. Oui, mais peut-être que le maire a profité de cette occasion pour faire parler de lui et puis pour installer une nouvelle manière pour se distinguer justement du patriotisme économique dénoncé par Jean-Marc Ayrault. C'est aussi la réaction de la maire, je ne l'ai perçue et compris que quand quelqu'un qui profite d'un événement pour se faire rappeler. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de LCI.fr. Vous allez voir les réactions des internautes, même si les internautes ne sont pas la France, mais quand même, ça a du mal à passer. On est dans un phénomène récurrent. Enfin, systématiquement, ces problèmes de fiscalité reviennent. Le problème n'est pas tant que les gens partent. De toute façon, quand vous avez les moyens, vous êtes extrêmement mobile et vous pouvez partir partout. Donc, on se retrouve toujours face à cette disparité entre ces Français qui sont obligés de payer leurs impôts parce qu'ils travaillent et ils vivent en France. Les enfants sont scolarisés ici, donc on ne part pas. Puis des gens qui ont une mobilité
très très fortes et qui s'en vont du jour au lendemain. Mais tant que le gouvernement ne prendra pas des décisions très fortes sur l'ISF, c'est bien sûr que demain on présente l'ISF, mais bon, est-ce qu'il ne fallait pas là définitivement prendre des mesures qui étaient abolir l'ISF. Ah oui, et puis voilà, et puis peut-être. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le peuple de droite aurait voulu qu'on le supprime purement et simplement. Emmanuel Macron, il équilibre les choses. Juste une question. Les fuites fiscales, l'exil fiscal, pardon. Observez quelque chose. Bien souvent, ces personnes très riches, effectivement, et il ne s'agit pas de cogner sur les gens très riches. Ils sont très riches, tant mieux pour eux, et ils choisissent d'aller vivre à l'étranger. Lorsque un drame de santé intervient par la suite, ça peut arriver, on le souhaite à personne évidemment, on tombe malade, on tombe très malade, on a besoin d'une opération importante, etc. Vous savez ce qu'on fait bien souvent? On rentre en France, se faire soigner. Vous parliez d'un chanteur connu qui vivait en Suisse notamment? Ça arrive souvent. Non mais parce que c'est un exemple qui s'est passé. On rentre en France se faire soigner, donc quand vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de fiscalité sur les successions, c'est vrai, etc. Maintenant, on a un système de santé qui est performant, qui reste performant et confinant. On est absolument d'accord. Maintenant, il faut simplement considérer. Il faut juste. Mais vous avez quand même le sentiment que gagner sa vie en France, participer à une grande émission de télé, notamment pour relancer sa carrière, faire des disques, parce que l'album sort il y a très peu de temps, quelques semaines, je crois, de Florent Pagny, et partir et décider de partir au Portugal alors qu'on vivait en grande partie en Patagonie. Vous comprenez que ça puisse choquer les gens Ça choque les gens, c'est évident, parce qu'il a fait, si je puis dire, sa fortune en France grâce à la France, et puis tout d'un coup, il décide qu'il va aller payer ses impôts ailleurs et en payer beaucoup moins. Mais il y a aussi toute une série de gens, et c'est pour ça que le problème est compliqué, toute une série de gens qui, à un moment donné, en ont marre de payer et de voir finalement la manière, de leur point de vue, dont l'argent est utilisé. Parce que c'est vrai qu'on paye quand même beaucoup d'impôts, tout le monde paye beaucoup d'impôts, alors même ceux qui n'en payent pas, ils payent comme la TVA, et malgré tout, tous les gens participent effectivement à l'effort collectif national. Et quand on voit l'état du pays, par moment, on se dit c'est un peu agaçant. Parce qu'à la limite, payer beaucoup d'impôts, payer 50%, 60%, mais si l'éducation va bien, s'il n'y a pas de problème dans les banlieues, s'il n'y a pas de chômage, etc., après tout, c'est un système. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de gabegie. Et il y a des gens qui arrivent à un stade de dire c'est plus possible, quoi. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien? Moralement, c'est vrai que c'est pas terrible. Ils risquent d'ailleurs de le payer en termes d'image, en termes de vente. Enfin, c'est pas forcément un bon calcul. Mais il faut comprendre qu'il y a une réalité quand même qui n'est pas satisfaisante, quoi. En termes de communication, il y a une forme, dans la façon dont il exprime son départ, il y a une espèce de forme d'irresponsabilité, de légèreté. C'est moi je m'en vais parce que. Il le dit d'une façon assez. Mais au moins il est sincère. Il aurait pu dire écoutez, je pars au Portugal parce que la vie est sympa là-bas et puis cacher le volet fiscal. Il en parle aussi. Il aurait très bien pu faire ça après. Et d'interpeller le président là aussi. Oui. Un peu comme si c'était un pote, si tu pouvais m'arranger quelque chose. Pourquoi pas. La volonté de faire un buzz, non? C'est pas très un buzz positif quand même. Mais c'est ça. Il se fait démolir sur les réseaux sociaux quand même. Oui, mais pour Macron, c'est un défi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que il s'est engagé à. Vous allez voir, cher David, je vous laisse fournir, que ça va être le sujet de la journée. C'est que vous n'avez pas un politique sur un plateau de télé aujourd'hui qui ne va pas être interrogé sur. Et si, par exemple, Emmanuel Macron avait cédé à l'exercice... Voir le président quand il arrivera à la Sorbonne. Et si Emmanuel Macron avait cédé à l'exercice de la conférence de presse spontanée, je vous assure qu'il y aurait un journaliste qui aurait pu lui poser la question sur Florent Pagny et il l'aurait mis en difficulté. Sauf que, technique de communication nouvelle, gouvernance Macron, il n'y a pas de conférence de presse. Je suis sûr qu'on va entendre les leaders socialistes, alors qu'on ne les a pas beaucoup entendus sur Mélenchon et les nazis. Mais là, je suis sûr qu'on va les entendre. À Paris, dans la journée, vous pensez à ça? Alors, Muriel avait raison quand même, puisqu'on est là quand même pour parler d'image et de com, c'est quand même pas une bonne com et une bonne image. Non, c'est pas une bonne com. Enfin, je dirais... Quelque part, pourquoi cette déclaration? Enfin, je veux dire, je pars au Portugal, qu'ils partent au Portugal ou qu'ils partent à Rome. Je veux dire, c'est vrai que l'Italie est en train de mettre en place les mêmes mesures fiscales que celles du Portugal. Et enfin, il y a beaucoup de gens qui décident de partir. C'est pas forcément les gens très fortunés d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant, c'est que si dans les jours qui viennent, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on pourrait aussi assister à d'autres personnalités qui prennent la même démarche. Ça pourrait peser lourd dans la communication. Et pourquoi pas ceux de New York qui avaient été appelés par notre président à revenir parce qu'il disait la Français. La terre de conquête. La terre de conquête, c'est la France. Allez, on se quitte donc en musique parce qu'il est l'heure et on se retrouve demain 9h. Merci à tous les quatre et merci à vous de nous regarder. Musique. Prenez mon lit, les disques d'or, ma bonne